Merci pour la discussion. Donc, notre dernière oratrice de la journée, c'est Christine Atté, qui est chercheuse au LSCE. Donc, tout le monde connaît le LSCE, je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme, Laboratoire du Sciences, du Climat et de l'Environnement, où elle y travaille depuis 1994. Elle est largement connue pour ses travaux sur le cycle du carbone, j'allais dire dans les sols, permafrost. C'est quelqu'un qui maîtrise à la fois l'outil stable, 13C, et bien sûr 14C pour lequel elle a une très grande reconnaissance. Elle ne fait pas que ça, elle fait plein d'autres choses. J'ai découvert en lisant son CV qu'elle a encore publié l'année dernière sur des choses que, alors tout à l'heure, c'était la transcontinentalité. Continentalité. Merci, exactement. Alors, il y a aussi, il y a tout Je me suis entraînée pendant que Cécile parlait. tout aussi difficile. Christine a publié un article sur l'âge du carbone dans les plantes myco-hétérotrophiques. et, et je mentionnerai aussi des choses que j'ai découvertes lors des derniers congrès de la SFIS, c'est sa contribution à la géochronologie du carbone 14 pour dater les instruments de musique, où elle a fait beaucoup de travaux en collaboration avec les collègues du Louvre, si je ne m'abuse. Donc, Là, Christine, c'est le musée de la musique pour cela. oui, eh ben, je me suis posé la question de savoir si le musée de la musique était associé au Louvre ou pas. Non, pas la même structure. Eh ben, écoutez, j'y suis allé au musée de la musique, c'est absolument fabuleux, donc je recommande, c'est Porte de la Villette. Alors, mon partage d'écran est un peu bizarre par rapport à d'habitude. Est-ce que c'est OK? C'est un joli paysage d'été, c'est ça? Ouais. Et là, c'est mieux? Je te laisse la parole. Merci. Est-ce que c'est bon là? C'est Oui? parfait, oui. OK. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là et de m'écouter. Pierre m'a demandé si je pouvais intervenir pour parler de la géochronologie C14. Et donc, j'ai répondu positivement. Et ce que j'ai proposé, c'est de faire un exposé sur les nouveautés en termes de C14, ce qui était assez récent, avec notamment la sortie de INCAD 20 cet été. Et puis, peut-être les avancées technologiques aussi qui pointent leur bout de nez et qui doivent permettre de faire de nouvelles choses et qui doivent laisser libre cours à votre imagination. Voilà, donc je vais développer mon exposé selon 4 parties, les principes de base, parce que je pense que les fondamentaux tels qu'ils ont été énoncés pour que Willard Libby obtienne le prix Nobel sont bien connus de nous tous. Par contre, il y a plein d'écueils en dessous que l'on a tendance à masquer parce qu'on a trouvé des astuces pour pouvoir y faire face. Mais donc, je voulais les représenter ici. Après, donc, je vais parler des calibrations, des évolutions technologiques. Et pendant les questions, il y aura une petite animation qui devrait vous tracer l'histoire de la géochronologie avec certains points principaux. Donc, les principes fondamentaux, vraiment de grande base. Le C14, c'est le 3e isotope du carbone en termes d'abondance. Il est un isotope radioactif, mais son abondance, même si c'est le 3e majoritaire, reste extrêmement petite, puisqu'il est en abondance à 10-15. Il se forme dans la haute atmosphère, et donc ça, Quentin en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement un ami du beryllium. Il se forme dans la haute atmosphère par interaction entre les atomes d'azote et des neutrons dont l'énergie est donnée par les flux cosmiques. Et ce qui nous intéresse en termes de géochronologie C14, c'est son pouvoir de décroissance radioactive. Et là, il décroît en émettant un électron et en se désintégrant donc en azote. Donc ça, c'est vraiment le grand départ. Donc ce qui veut dire que ce que l'on en connaît du C14, c'est son côté chronomètre, c'est-à-dire il est produit dans la haute atmosphère. Comme tout carbone, il intègre le cycle du carbone et notamment les CO2 atmosphériques. Je dis les pour pouvoir le différencier du carbone 12 et du carbone 13. Et il est absorbé par photosynthèse dans la biosphère qui elle-même sert de nourriture pour les herbivores et rentre dans la chaîne alimentaire comme ça. Il s'échange aussi avec l'eau, que ce soit l'eau de mer ou l'eau douce, par des systèmes de dissolution. Donc, grâce à ce pouvoir de chronomètre, donc, parce que justement, il rentre dans la chaîne alimentaire et dans tous les réservoirs carbonés de la planète,
au moment où il y a un arrêt des échanges avec l'atmosphère, on a décroissance de ce que contenait initialement l'organisme. Et donc, on peut dater ainsi plusieurs trucs. Les choses les plus connues, je pense, c'est datation des grottes Lascaux, Chauvet, Cosquer, le début de la néolithisation, les pirogues à Bercy, des chronologies, bien sûr, des enregistrements paléoclimatiques. Un autre aspect du C14, c'est cette fois-ci non pas le C14. Ah oui, ça c'était pour vous le remettre sur une échelle de temps. Donc le néolithique, le magdalénien, soulutréen, moustérien. Et on arrive comme ça gentiment au néandertalien dont tu as parlé, Quentin, tout à l'heure. Un autre aspect du C14 qui est peut-être moins connu que le C14 en tronconomètre, c'est le traceur des sources et des processus. Et cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à sa possibilité d'être radioactif, mais on s'intéresse à l'impact anthropique et donc à la production de C14 au moment des tests des bombes thermonucléaires, des tests atmosphériques. Dans les années 60, on a eu énormément de tests qui ont été faits dans l'atmosphère et ça s'est traduit par un doublement de la teneur en C14 dans l'atmosphère. Donc on est passé d'une production naturelle, qui est ici symbolisée par le pointillé et la valeur 1 de la fraction C14, à quelque chose qui était proche de 2. Et depuis, on a une décroissance de cette teneur en C14 dans l'atmosphère, non pas par sa radioactivité, mais par le fait que justement, il est intégré dans les différents réservoirs carbonés, notamment l'océan. Et donc, de pouvoir suivre à quelle vitesse il entre et il ressort des réservoirs carbonés nous donne des informations sur le cycle du carbone dans les sols, sur la variabilité récente des échanges entre l'air et la mer, et par exemple des remobilisations des sédiments. Il y a des études assez intéressantes sur les sédiments de la Loire notamment. Donc là, on ne s'intéresse pas à sa capacité d'être radioactif, à son caractère radioactif, mais juste au fait qu'il soit très abondant et qu'il rentre dans tous les réservoirs carbonés. Donc si je reviens sur le côté radioactif et ce chronomètre, ce que l'on a, c'est que on mesure la quantité de C14 qui est contenue dans un échantillon. On connaissait la teneur initialement présente dans l'échantillon et à chaque fois que la quantité mesurée est diminuée par 2, ça veut dire qu'on a avancé d'une période. On a donc une jolie courbe de décroissance radioactive et qui nous permet donc, selon Libby dans les années 40-50, de faire des datations jusqu'à 53 000 ans ou peut-être un petit peu plus. Pour pouvoir justement présenter les résultats de ces mesures, on a plusieurs unités. Le nombre de désintégrations par minute et par gramme de carbone, là on se rapproche des Becquerel et des Curie. La valeur telle que Libby l'avait annoncée dans les années 50, c'était 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone dans l'atmosphère. Et puis, en utilisant l'équation, vous voyez ma souris? Ouais, oups. En utilisant l'équation de décroissance radioactive du C14, il était très simple de remplacer le ratio n sur n0 et donc d'en obtenir un H. Donc ça, c'était les années 50, c'était parfait, terminé, le séminaire est fini. Mais on s'est très rapidement, du moins la communauté, s'est très rapidement rendu compte que le paramètre essentiel pour pouvoir utiliser cette méthode, qui était le N0, était très loin d'être une valeur constante, était très loin d'être le 13,6 qui était initialement pensé. Donc, le N0 n'était pas constant. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'avancer dans les facteurs qui influencent les abondances en C14 dans les échantillons au moment de leur mort ou au moment de l'arrêt des échanges avec l'atmosphère. Donc, quels sont les facteurs influençant l'abondance? L'année de mesure déjà. Vous avez vu que je vous ai présenté le pic des bombes. Le pic des bombes, donc, qui dans les années 60 a doublé les teneurs en C14, montre clairement qu'on n'a pas un N0 constant dans l'atmosphère. Mais on a d'autres paramètres, la proximité d'une forêt avec du recyclage du CO2, notamment en effet canopée. On a également la proximité de la mer avec les upwellings qui font aussi des dégazages. En fait, on n'a pas du tout la même chose, la même teneur en C14 initialement, en fonction de l'année de mesure, ni en fonction du lieu. La localisation du laboratoire est aussi importante sous un autre aspect parce qu'au début
quand il était question de faire de la géochronologie C14, ce que l'on regardait, c'était des quantités de C14 dans du gaz, dans du CO2. On remplissait un volume défini de CO2 et on en mesurait la radioactivité résiduelle. Mais selon l'altitude du laboratoire, on n'obtenait pas les mêmes résultats. Donc, pour pouvoir pallier à ce problème qui est lié à l'année de mesure, à la localisation du laboratoire, est très vite venue l'idée que pour un même échantillon, malgré le fait qu'il y ait plusieurs laboratoires, ou même qu'on pouvait mesurer dans un même laboratoire plusieurs fois un même échantillon, il fallait qu'on en obtienne un seul résultat. La normalisation est donc très rapidement arrivée, après l'obtention du prix Nobel, en utilisant notamment notre point de référence, qui est 1950 de notre ère, comme étant le point present, et nos unités, c'est before present, et en utilisant un standard qui a été distribué dans tous les laboratoires de mesure de C14, qui est l'acide oxalique numéro 1, et qui permettait, dans tous les laboratoires, d'avoir comme point de référence quelque chose d'identique. On avait le premier standard qui existait. Et il a été défini que le N0 de référence, c'était 95% de l'activité de cet oxalique numéro 1 s'il avait été mesuré en 1950. Je ne sais pas pourquoi le 95%, je pense que c'est juste un a posteriori sur la mesure, plus qu'un a priori. Il n'a pas l'esprit tordu au point de vouloir que ce soit absolument 95%. Donc on vient de voir que l'année de la mesure et que la localisation du laboratoire étaient des facteurs qui pouvaient influencer l'abondance en C14. Un autre aspect, c'est le fractionnement isotopique. On connaît les fractionnements isotopiques qui existent sur la chaîne alimentaire ou entre les plantes en C3 et les plantes en C4, avec, selon cette échelle-là, une teneur en C13 qui augmente. Et ben on a exactement la même chose pour le C14. L'arbre contiendra, lorsqu'il est vivant, une teneur, la feuille de l'arbre contiendra, lorsque l'arbre est toujours vivant, contiendra moins de C14 que la feuille de maïs. Et donc, si les deux meurent le même jour et qu'on les mesure longtemps après, eh ben dans ces cas-là, ce que l'on va se retrouver, c'est qu'on aura l'impression que comme le maïs contient plus de C14, il est mort depuis moins longtemps. Donc, pour pouvoir répondre à ce problème-là, la réponse a été simple, ça a été normalisons tout à moins 25 pour 1000. C'est-à-dire, l'on va mesurer les teneurs en C14 résiduelles dans chacun des échantillons, mais on va les décaler comme si tous ces échantillons-là étaient à moins 25 pour 1000. Donc, ça, c'était une seconde réponse. Voilà les équations qui en découlent. Donc, juste pour montrer justement où sont les différents chiffres dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Le 95, ça c'est l'activité normalisée de l'acide oxalique, donc l'échantillon de référence qui correspond à l'année par rapport à laquelle on doit donner tous nos résultats. Donc l'acide oxalique, le 95%. Le delta C13 de l'acide oxalique, il est pris en considération parce que si jamais on a un problème quand on prépare notre gaz, parce qu'à l'époque tout était en forme de CO2, maintenant on fait du CO2 et on fait du graphite, mais ces différentes étapes peuvent aussi induire un fractionnement isotopique. Donc ce fractionnement isotopique se répercute en C13 et en C14. Donc là aussi on normalise, mais on normalise au delta C13 de l'acide oxalique qui était à moins 19 pour 1000. Ici vous avez donc ce moins 19 pour 1000 qui se répercute ici. C'est moins, c'est 1 moins 0,019. Le passage de cette partie de l'équation à celle-ci, c'est juste le développement limité d'ordre 1. Ici, vous avez l'activité normalisée pour les échantillons, donc c'est l'activité de l'échantillon, normalisée au moins 25 pour 1000, puisque ici c'est 1 moins 0,025, donc 1 moins 25 pour 1000. Et donc le temps, il est tout simplement obtenu via cette équation-là qui relie la décroissance radioactive, c'est-à-dire le rapport entre l'activité de l'échantillon et l'activité de notre référence, de notre année 1950. Et donc, on obtient un âge, c'est l'âge conventionnel dont je vous ai parlé tout au début. J'ai remis ici donc ce que représente ce rapport de l'activité standardisée de l'échantillon sur l'activité normalisée de l'acide oxalique et que vous revoyez ici. Donc, on retrouve le moins 19 pour 1000, le moins 25 pour 1000 et le 95%. Cette composante-là s'appelle le FC14. C'est une unité qui nous a été proposée par la suite et qui, je trouve, est la plus facile et la
plus facile à utiliser, notamment quand on a des équations de mélange à faire, plutôt que d'utiliser des âges avec des logs, parce que les équations de mélange sont beaucoup plus compliquées dans ces cas-là. Donc voilà, donc on a vu que l'année de mesure, le laboratoire, le fractionnement isotopique impactait nos calculs. La communauté a trouvé des astuces pour pouvoir s'en affranchir et surtout pour être capable de donner un même résultat à tout le monde. Mais il y a d'autres paramètres qui impactent les teneurs en C14 dans l'atmosphère. Donc, quelques-uns ont déjà été dévoilés par Quentin juste avant, ce qui est bien, ça va me faire gagner du temps. La variation de l'activité solaire avec justement les flux des rayons cosmiques. Lorsque l'on a une activité solaire qui est réduite, il y a moins de déviation des flux des rayons cosmiques, et donc il y en a plus qui viennent sur la Terre, et donc il y a plus de production de C14. La variation de la force du champ magnétique terrestre, de la même façon qu'on a parlé Quentin tout à l'heure, quand le champ magnétique terrestre est plus faible, plus de rayons cosmiques arrivent dans la haute atmosphère et peuvent jouer sur les atomes d'azote pour pouvoir produire du C14. Et il y a les variations reliées au climat. Parce qu'effectivement, lorsque l'on est, en faisant simple, lorsque l'on est en période glaciaire, la température de l'eau est plus basse, la solubilité est plus basse aussi. Donc, il y a moins de CO2 qui se dissout dans l'eau. Il y a plus de CO2 qui reste au-dessus. Moins, non, c'est pas tout à fait ça, pardon. Lorsque la température est plus basse, on se retrouve donc avec des échanges qui sont amoindris entre l'atmosphère et puis l'océan. Et donc, on a des teneurs en C14 dans l'océan qui sont plus faibles que les teneurs en C14 dans l'atmosphère que lorsque l'on se retrouve en période interglaciaire. L'activité volcanique joue aussi sur les teneurs en C14 de l'atmosphère parce que l'activité volcanique émet du CO2, mais du CO2 qui est dépourvu de C14. Donc, on a une dilution du C14 atmosphérique. Enfin, l'activité anthropique. Donc, j'ai déjà parlé du pic des bombes tout à l'heure. Donc, ça, c'est une augmentation des taux de C14 dans l'atmosphère. Et on a l'effet inverse avec la combustion du fioul fossile depuis la période industrielle, qui est appelé aussi l'effet Sius, qui lui se traduit par une dilution du C14 dans l'atmosphère. Donc, juste pour illustrer cela, voici sur ce schéma les quantités de C14 dans l'atmosphère sur des périodes de temps assez récentes. Donc, je garde la même unité que celle qui était présentée tout à l'heure, le FC14, la production naturelle qui est représentée par 0, par 1 de ce côté-ci. L'écart à la production naturelle qui est représenté, elle, par le delta C14. Donc, on a 1 pour la production naturelle, le minimum de Maunder, qui était un minimum d'activité solaire, qui s'est traduit par une légère augmentation du C14 atmosphérique. L'effet Sius, donc, qui était la combustion du fioul fossile, qui s'est traduit par une diminution légère du C14 atmosphérique. Et puis, le pic des bombes, qui, lui, s'est traduit par une forte augmentation. Donc, en écart C14, on a là quasiment le doublement en FC14 qui se traduit donc par un delta C14 qui passe de 0 à plus pour 1000 pour 1000. On a augmenté les teneurs en C14 quasiment de 1000 pour 1000. Donc, on a donc les variations, les facteurs qui ont pu influencer l'abondance en C14, les N0, le fractionnement isotopique, les variations dans les teneurs en C14 de l'atmosphère par des paramètres externes comme les activités solaires ou des paramètres internes comme les changements climatiques, l'activité solaire ou le champ magnétique. On a les paramètres aussi anthropiques que l'on vient de voir. Et là, jusqu'à maintenant, j'ai parlé que de l'atmosphère. Mais il faut aussi considérer les autres réservoirs, que sont les autres réservoirs carbonés, que sont la biosphère notamment. Donc là, le mélange est assez rapide. En fait, la photosynthèse se fait directement avec le CO2 de l'air. Donc, on peut dire qu'au fractionnement isotopique près, à la biologie près, on a des teneurs en C14 dans l'atmosphère qui sont égales aux teneurs en C14 de la végétation. Par contre, lorsqu'on parle de l'océan, on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Les échanges sont beaucoup plus lents, notamment avec l'océan profond. Tout simplement parce que l'océan est stratifié et que l'océan profond, les couches profondes de l'océan, sont écartées de l'atmosphère et qu'il n'y a donc pas ces échanges. Les teneurs en C14 dans l'atmosphère vont décroître, dans l'océan vont décroître lentement et on va donc avoir des teneurs en C14 dans l'océan plus faibles.
c'est ce que l'on appelle le réservoir age. On a ce problème de dissolution du CO2 entre l'atmosphère et l'eau, aussi pour les eaux continentales. Et donc, on a en plus pour les eaux continentales ce que l'on appelle le hard water effect, c'est-à-dire si le lac est dans un bassin versant carbonaté, on va avoir dissolution de ces carbonates du Crétacé ou en tout cas d'âge très ancien, complètement dépourvus de C14 et qui vont se mélanger avec le carbone inorganique dissous qui est contenu dans l'eau. Donc, on va avoir ce que l'on appelle le hard water, c'est-à-dire l'eau dure, l'eau qui est très, très riche en minéraux, et notamment, donc, dans ces cas-là, en carbonate, en carbone inorganique dissous, puisque c'est dans l'eau. Et donc, on va avoir un vieillissement apparent de ces eaux continentales et donc de tout ce qui y vit, puisque ce carbone inorganique dissous est la source de nourriture pour la photosynthèse. Et après, donc, après le zooplancton va consommer le phytoplancton et donc ça se répercute sur l'intégralité de la chaîne. On a un autre réservoir qui est très important pour le C14, parce que je vais en parler tout à l'heure, qui sont les spéléothèmes, c'est-à-dire stalagmites et stalactites, donc, dont la composition en carbonate de calcium. Ce carbonate, c'est en fait du CO2 de respiration des sols qui se dissout dans l'eau de percolation des sols et qui passe au travers du bassin de l'encaissant carbonaté, dissout une partie de l'encaissant carbonaté et va se précipiter dans la grotte pour former justement ces stalagmites et ces stalactites. Et donc cette capacité qu'a l'eau acide et qui contient ce CO2 acidifié par le CO2 de l'air et de respiration des sols, cette capacité de dissolution, c'est ce que l'on appelle le dead carbon effect. Ce qui veut dire que les spéléothèmes, le carbonate des spéléothèmes, c'est un mélange entre du CO2, du carbone de l'atmosphère au moment où le spéléothème se précipite et du carbone qui vient de l'encaissant. C'est une part entre les deux. Donc, pour l'atmosphère, vous avez vu qu'il y a énormément de paramètres qui ont fait jouer les teneurs en C14 de l'atmosphère. C'est déjà très compliqué, mais quand on change de réservoir carboné et qu'on quitte l'atmosphère pour pouvoir aller sur l'océan ou sur les eaux continentales ou dans les grottes, là, ça devient encore plus compliqué. Donc, pour illustrer justement ces effets d'âge réservoir, je vais vous montrer un petit dessin. C'est une représentation synthétique de ce que pourrait être le bassin de Santa Monica avant le pic des bombes. Donc, on est en cas de production naturelle. L'unité ici, c'est le delta C14, c'est le même delta C14 que celui dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire c'est un écart avec la teneur en C14 en 1950. Donc, on voit, on est en pré-bombe, donc l'atmosphère, il est vers zéro, ce qui est logique, il est en équilibre avec lui-même. Par contre, ce que l'on peut noter, c'est que le pétrole et puis, par exemple, les charbons sont, eux, complètement dépourvus en C14, c'est-à-dire qu'ils n'en contiennent pas. Le delta C14 est à moins 1000 pour 1000. Et on voit qu'effectivement, on a un décalage en teneur en C14 entre les teneurs de l'atmosphère et des eaux de surface. On a ici quelque chose qui est vers moins 100 pour 1000, ça veut dire que l'océan de surface contient moins de C14 que l'atmosphère et surtout les eaux de l'océan profond qui sont stratifiées, bloquées par les couches supérieures, sont dépourvues en C14, contiennent encore moins de C14, on est dans des couleurs vertes. Donc, on a bien une stratification de l'océan avec les couches profondes de l'océan qui sont dépourvues en C14. Vous voyez ici les couches de sol, c'est une représentation graphique juste pour montrer que dans le sol aussi, on a une stratification, ce qui est logique, puisque la matière organique vient par le dessus, entre guillemets, c'est-à-dire par la litière, mais surtout par les racines, mais en tout cas pas à 12 mètres de profondeur, et que donc on a un âge qui augmente, c'est-à-dire une teneur en C14 qui décroît, donc un delta C14 qui devient de plus en plus négatif au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans les sols. Donc cette stratification de l'océan, ce décalage en termes de teneur en C14 entre l'atmosphère et les océans de surface, et entre l'océan de surface et l'océan de fond, là, ici, est représenté pour l'océan en période naturelle, juste avant
avant le pic des pompes. Mais quand on est justement sur les périodes passées, les choses sont encore différentes. Donc ici, une autre représentation de l'océan moderne, avant le pic des bombes. Donc vous avez, comme si on avait fait une coupe au niveau de l'équateur des océans, avec donc ici le Pacifique, l'Atlantique et l'océan Indien. Et ici donc la représentation assez classique du planisphère. L'unité qui est représentée, c'est encore le delta C14. Et ce que l'on retrouve en regardant ces cartes, donc là, ce n'est pas l'océan de surface, c'est l'océan de fond, mais bon, l'idée est la même, c'est qu'on retrouve le Gulf Stream avec les eaux qui sont d'abord en surface, donc en échange avec l'atmosphère, qui plongent au fond et qui donc apportent des eaux riches en C14 dans le fond, qui repartent le long de l'Atlantique pour se distribuer autour de l'Antarctique en laissant un peu de côté le Pacifique. Donc ça, on le retrouve au niveau de l'équateur avec des eaux assez riches en C14 en surface, puisqu'en contact direct avec l'atmosphère, des eaux atlantiques plus jeunes, grâce justement à ces plongées grâce au Gulf Stream sur l'Atlantique. Donc ça, c'est l'océan moderne. Si je passe maintenant à l'océan de la dernière période glaciaire. La dernière période glaciaire, on avait des calottes qui transformaient considérablement les courants, notamment les courants de surface. Donc, ce que l'on a ici, c'est l'océan de la dernière période, le dernier maximum glaciaire. On a l'Atlantique, donc c'est une coupe nord-sud. Donc, ce que l'on avait tout à l'heure, c'était le Gulf Stream qui remontait jusqu'aux hautes latitudes, qui plongeait et qui redescendait par le fond. Donc, des eaux relativement bien enrichies en C14 sur l'Atlantique. Ce que l'on voit ici, puisqu'on est en période glaciaire, c'est que les eaux, ici, elles ne plongent plus très haut aux latitudes nord parce qu'on a une couverture glaciaire ici qui empêche la plongée des eaux et qui, donc les eaux plongent beaucoup plus tôt ici. Il y a Nature qui fait de la pub. Donc les eaux plongent bien avant et donc laissent ces eaux qui sont emprisonnées sous la couverture de glace vieillir. Ce qui fait que l'écart entre le LGM et l'océan actuel, qui est représenté sur cette carte-là, est assez important dans les hautes latitudes, puisqu'il atteint 1500 ans, selon l'unité conventionnelle de Libye, pour les très hautes latitudes. On a des choses équivalentes pour le Pacifique, mais en tout cas, le but de ces diagrammes était de vous montrer que les sources en C14 ont grandement changé au niveau de l'endroit et dans le temps également. Donc, on a vu l'ensemble des paramètres qui peuvent influer sur l'abondance en C14, l'abondance initiale en C14. Et ça a découlé sur de nouvelles unités qui étaient proposées. C'est bête parce que je vous ai montré plein d'autres choses sur le mauvais graphe en fait. Parce que comme je les vous ai sur 2 écrans, je crois que vous n'avez pas vu mes courants. Tant pis, je reviens sur l'autre. Là, donc, ça nous a permis d'obtenir de nouvelles unités. Donc, le FC14 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en fait un rapport entre ce que l'on a mesuré et le N0 de 1950. L'unité PMC que vous pouvez aussi voir dans la littérature, qui est grosso modo le FC14 multiplié par 100. Mais c'est grosso modo parce que parfois il faut le corriger de l'année de mesure quand les échantillons sont modernes, mais ce n'est pas systématique quand les échantillons sont anciens, ce qui fait que ce n'est pas très homogène. Et le delta C14, que je n'aime pas trop non plus parce qu'il a 2 définitions. Il a cette définition d'écart par rapport à la valeur de référence de 1950, ou quand on est sur des études d'océano, il peut aussi avoir comme définition l'écart entre la teneur en C14 à l'instant T dans l'océan et l'écart en C14, et la teneur en C14 de l'atmosphère au même instant. Donc il a 2 définitions et il faut être très précis sur celle que l'on utilise initialement. Donc, depuis 2004, cette unité-là est celle qui est recommandée pour pouvoir donner des résultats en C14. On continue à utiliser celle-ci parce que les gens sont habitués, mais c'est assez traître parce qu'en aucun cas, cet âge conventionnel est un âge, c'est juste une mesure d'activité résiduelle. Donc, vous avez vu, on en a quand même énormément de paramètres qui ont fait changer les teneurs en C14 dans l'atmosphère et dans les réservoirs. Et tout ça, on n'arrive pas à les modéliser.
on ne peut pas y arriver, on ne peut pas réussir à mettre toutes ces choses-là dans des équations. Donc, ce qui a été proposé assez rapidement par la communauté C14, c'est d'utiliser des courbes empiriques que l'on appelle les calibrations pour pouvoir transformer l'activité résiduelle qui est mesurée donc, selon l'unité que l'on souhaite, hein, en becquerel, en FC14 ou en âge conventionnel, en âge vrai, c'est-à-dire pour déterminer le temps qui s'est écoulé depuis l'arrêt des échanges entre l'échantillon et l'atmosphère. Ces courbes-là, voilà pourquoi est-ce qu'elles ont un intérêt. Ici, vous avez la même courbe de décroissance radioactive que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-là bleue, avec le n sur n0 est égal à 1. Si jamais on a quelque chose où à un moment le n0 était plus élevé, la teneur en C14 de l'atmosphère était plus élevée, c'est la courbe orange, et si c'était légèrement plus bas, c'est la courbe verte. Donc, admettons qu'au départ, nous étions pile poil dans les teneurs des années 1950, on suit donc la courbe bleue. Après, ça a légèrement augmenté. On arrive sur la courbe orange, ça a diminué, on atteint la courbe verte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce que l'on voit ici, c'est que non seulement on est très loin de cette jolie exponentielle, mais qu'en plus, il y a des moments où est-ce qu'on peut avoir des aiguilles qui sont très compliqués. Donc, une calibration, c'est justement la courbe empirique qui représente un peu ces aiguilles-là. Comment on l'utilise de façon quotidienne? Voyez ici un exemple de calibration. Donc, c'est INCAL 04. J'aurais pu prendre n'importe laquelle. C'est juste pour illustrer le propos. On voit déjà que par rapport à la diagonale qui est entre les années mesurées, c'est-à-dire l'activité résiduelle en C14 et les années vraies, on a un décalage. Tout simplement parce que l'activité de la période qui avait été déterminée par Libby, qui était à 5568 ans, s'est révélée être fausse. En fait, la période, elle vaut 5730 plus ou moins 40 selon Goodwin en 62 ou 5700 plus ou moins 30 selon Kuchera en 2017. À la limite, si on continue à travailler avec nos courbes de calibration empirique, que la période vaille 5007 ou 5700, ou 5730 ou 5700, ça ne change pas grand-chose puisque de toute façon, notre travail va être de reporter une mesure dessus. Donc, les aiguilles sont, eux, liés justement à toute la variabilité dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Pratiquement, on a ici une mesure d'activité résiduelle, donc c'est une mesure physique, gaussienne, classique, sur laquelle on peut définir l'intervalle à 1 et à 2 sigma. Prenons un exemple, 1300 ans plus ou moins 30, je projette ça sur la courbe de calibration. Donc, si je zoome un peu pour pouvoir voir, je me retrouve donc avec... en fait, si je regarde l'intervalle à 1 sigma de la mesure, je me retrouve avec 3 intervalles équiprobables qui représentent 68% de chances d'être dans un de ces intervalles équiprobables. Et si je considère la mesure à 2 sigma, j'ai 95% de chances d'être dans 2 intervalles. Et ça, c'est tout l'art de la géochronologie C14, c'est de déterminer des paramètres supplémentaires pour pouvoir justement déterminer dans quel intervalle la probabilité, ma probabilité est la plus grande d'être. Quand je dis ma, ça veut dire dans le cas d'étude dans lequel je me situe. Donc, la calibration, telle que je vous l'ai montré juste avant, ça a été construit essentiellement ça a été construit, même pas qu'essentiellement, uniquement sur des anneaux d'arbres. C'est-à-dire qu'avec les cernes d'arbres, il suffit de compter. Il faut compter les cernes d'arbres et on peut avoir une chronologie absolue. C'est-à-dire qu'on a l'échelle qui est ici en X, qui est juste, et ici, il suffit de mesurer les teneurs en C14. Le problème que l'on rencontre, c'est qu'on a cette possibilité d'enregistrement atmosphérique, c'est-à-dire scène d'arbre qui est directement en interaction avec l'atmosphère, que jusqu'à 14 000. Au-delà, il a fallu ajouter des choses. C'est l'histoire des calibrations. Il a fallu donner des compléments avec d'autres types d'enregistrements et des astuces pour limiter les impacts. Parce que ces autres enregistrements se sont révélés être des enregistrements marins ou des spéléothèmes. Donc, il fallait trouver des astuces pour limiter l'impact du dead carbon effect des spéléothèmes ou des réservoirs H pour les enregistrements marins. Donc, les calibrations, juste un coup d'œil sur les dernières qui ont existé. Donc, au début, elles n'existaient jusqu'à 12 400 ans, uniquement basées sur des cernes d'arbres. 2004 a vu une séparation entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, effectivement, par les champs
atmosphérique, on a une différence sur les périodes de temps récentes, notamment entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Une calibration marine, c'était les premiers pas vers une calibration marine. Et donc une extension jusqu'à 26 000 ans, mais pas au-delà, et d'ailleurs pas au-delà, puisqu'ils ils ont même produit ce qu'ils appelaient NotCal, puisque c'était l'ensemble des enregistrements qui n'avaient pas été intégrés dans la calibration. En 2009, donc là, la calibration a atteint les 50 000 ans. Il y a eu, en plus des coraux qui ont été ajoutés en 2004, des enregistrements marins et les spéléothèmes qui ont été ajoutés. Ils ont considéré pour la calibration marine qu'il y avait un âge réservoir constant de 400 ans, c'est-à-dire un écart systématique entre l'atmosphère et les échantillons marins de 400 ans. En 2013, est apparu un enregistrement atmosphérique qui faisait la totalité de l'échelle de temps, de 0 à 50 000 ans. Mais il était unique, ce qui fait qu'ils ont continué à ajouter les spéléothèmes, les marine records et les coraux. Le modèle mathématique a aussi évolué. Il s'est traduit par un fort lissage entre 2009 et 2013, un lissage qui ne représentait pas vraiment la variabilité qui était naturelle et qui aurait dû rester apparente dans la calibration. Si bien qu'en 2020, le modèle mathématique a été modifié, mais il n'y a pas que ça qui a été modifié. Ils ont considérablement modifié tout ce qui était l'introduction des échantillons marins dans la calibration complète. Et ce qui a considérablement modifié les choses, vous allez voir par la suite. Un autre aspect très important de cette calibration, c'est les échantillons d'ânes d'arbres, de cernes d'arbres à l'échelle annuelle. Jusqu'à maintenant, ils étaient des lissages sur 3 ou 5 ans, c'est-à-dire que les événements rapides n'étaient plus apparents. Voici donc pour la calibration 2020. Donc, tout d'abord, les échantillons, les anneaux d'arbres avec des résolutions très fines. Donc, voilà ici ce que l'on appelle l'événement de Miyake. Donc, vous voyez plus ou moins bien en violet ici, les deux traits violets presque parallèles, ça représente la calibration de 2013, INCAL 13. La calibration rouge, c'est-à-dire les deux traits parallèles en rouge, c'est INCAL 20. Donc, cette variabilité qui est présente ici, qui représente l'événement de Miyake, qui est associé avec des événements solaires particuliers, des explosions de supernova, montre une variabilité qui n'était pas du tout présente dans la calibration précédente. On retrouve cette variabilité spécifique ici, là, vous la voyez avec les points bleus qui représentent une autre période de temps qui est aussi maintenant présente dans la calibration de 2013. Donc, qu'est-ce que c'est que ces événements rapides? Juste ici une représentation. Donc, c'est la même courbe que tout à l'heure, la même calibration. Et j'ai sorti de cette calibration ce que l'on pourrait appeler la déviation par rapport à la diagonale, c'est-à-dire le delta C14. C'est par rapport à la valeur de 1950. Ça représente ce que l'on avait sur la calibration de 2013 ou 2009, parce qu'il n'y avait pas de changement entre 2009 et 2013. Et quand on ajoute les échantillons qui ont été obtenus à la résolution annuelle par Miyake sur des cèdres du Japon, on voit que l'on a effectivement des pulses. On en a un ici, on en a un autre là, qui n'était pas du tout visible sur la calibration précédente. On a en plus un décalage systématique qui est lié au fait que c'est une région qui n'était pas intégrée auparavant. Le Japon n'était pas intégré auparavant dans la calibration sur les arbres. Donc, on a plusieurs éléments importants qui ont été introduits avec ces arbres avec une résolution annuelle. Pour les échantillons les plus anciens, donc il y a ce Shubutsu, cet enregistrement atmosphérique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui couvre les derniers 50 000 ans. C'est un lac varvé au Japon, dont les varves font exactement le même effet que les cernes d'arbres. On peut les compter et obtenir donc une chronologie absolue indépendante, et dans lesquelles sont enfermés quelques macro-restes végétaux, sur lesquels les datations C14 ont été obtenues. Il y a des spéléothèmes, celle de Ulu Cave, des Bahamas. Et il y a aussi des coraux, mais ils n'ont gardé que les coraux qui étaient récents, c'est-à-dire moins de 25 000 ans, et ils ont conservé plusieurs enregistrements marins. Ils ont éliminé tous les échantillons qui venaient de la zone ITCZ, parce que justement cette zone de convergence
intertropicale fait qu'on ne sait pas trop si on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud et que ça dépend des périodes de temps. On a des évolutions très différentes. Nouveau modèle océanique et donc une nouvelle approche mathématique. Voici l'approche mathématique. Alors, on part, donc c'est très simple pour la période des Tree-Ring, il y a jusqu'à 13,9 kHz. On a les cernes d'arbres, une approche mathématique qui permet de mettre ensemble tous les enregistrements et on obtient la partie récente de la calibration. Pour la partie la plus ancienne, ils ont considéré Oulu Cave, qui est donc un spéléothème de Chine, sur lequel apparemment l'âge réservoir est très constant et très petit. Le dead carbon effect, plutôt, pas les réservoirs, pardon. Le dead carbon effect est très petit. À partir de ça, ils ont, à partir donc des valeurs de C14 obtenues sur ce spéléothème, ils les ont introduits dans un modèle d'océan. Et à partir de ce modèle d'océan, ils ont obtenu les âges réservoirs à chacun pour chacun des points des enregistrements marins qui ont été introduits dans la calibration. Et ils ont donc pu enlever ces âges réservoirs qui ont fluctué dans le temps pour chacun des enregistrements marins et obtenir, donc en déduire des enregistrements atmosphériques ou atmosphériques ajustés. Donc, pour la période la plus ancienne, on a Oulu Cave, le lac de Chugutsu et les enregistrements marins, moins leurs âges réservoirs. Et ça a permis de fabriquer la calibration INCAL. Donc, c'est le C14 atmosphérique sur les 55 derniers 1000 ans. Ces 55 derniers 1000 ans ont après été introduits dans un autre modèle marin pour pouvoir en dériver la calibration marine. Il y a une énorme différence pour l'utilisateur lambda, c'est qu'avec INCAL 13, on avait un âge moyen d'âge réservoir, un âge réservoir moyen. Et quand on se situe à un certain endroit ou à une certaine période, on pouvait rajouter un petit delta R qui correspondait à la spécificité de l'endroit ou du temps sur lequel on se positionnait. Là, pour la marine de 2020, c'est l'inverse. L'âge réservoir moyen n'est plus du tout constant. Il est fluctuant en fonction de la période sur laquelle on se situe. Et donc, il faut aller sur un autre logiciel pour pouvoir trouver le petit delta R qui correspond au lieu sur lequel on se situe. Donc, c'est assez compliqué pour l'utilisateur lambda de pouvoir réutiliser des anciennes données et de pouvoir les confronter aux nouvelles données. C'est assez tricky, ce qui fait qu'au moment de la validation par la communauté de ces deux calibrations, INCAL 20 a reçu un très fort taux d'agreement, ce qui n'a pas été le cas pour Marine 2020. Mais bon, ils ont été validés quand même tous les deux. Donc, pour la déglaciation, qui est un autre élément important, vous allez voir pourquoi. Vous voyez ici le résultat de INCAL 13. Comme je ne pouvais pas mettre 3 graphes les uns sur les autres, je les ai coupés en deux, mais ces deux-là, c'est les mêmes. Ici, vous avez la période entre 10 000 et 12 000 ans, entre 12 000 et 14 000 ans, et la suite entre 14 et 16 000 ans. Et vous voyez que la période de la déglaciation sur INCAL 13 était d'abord portée que par deux séries d'arbres, puis par une seule série d'arbres. Et après, donc, toutes les séries qui n'étaient plus des arbres, mais des enregistrements marins et des spéléothèmes. Quand on passe à INCAL 20, là, ils ont inversé le sens des figures, mais c'est pareil, on a ici 10 à 12 000 ans, 12 à 14 000 ans, et là, de 14 à 16 000 ans. Et on voit que l'on n'a plus uniquement 2 séries d'arbres, mais déjà beaucoup plus, et non plus une seule série d'arbres, mais 4 séries d'arbres. Donc la déglaciation est bien mieux contrainte dans INCAL 20 qu'elle ne l'était auparavant dans INCAL 13. Et ça, c'est super important, parce que c'est une période qui a induit énormément de déplacements de population, et en archéologie, ou même en paléoclimatologie d'ailleurs. C'est des événements importants. On en arrive maintenant à l'impact de ce nouveau système d'intégration des enregistrements marins. Et Simon en a parlé tout à l'heure, Quentin en a parlé tout à l'heure, pardon. Donc, on a l'ancienne calibration toujours représentée par les 2 traits parallèles violets qui sont ici, donc très linéaires, et la nouvelle calibration qui est en rouge ici et donc qui représente une variabilité beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'était INCAL 13. On est ici sur des périodes de temps qui sont vraiment glaciaires, c'est-à-dire 20, 22, 24 000 ans. Et effectivement, donc quand on se situe sur les périodes de temps les plus anciennes,
Donc ici, j'étais ici, là, à 24 000 ans, où on voit qu'effectivement, on a un peu plus de variations dans INCAL 20 que l'on en avait dans INCAL 13. Mais quand on se situe sur les périodes de temps les plus anciennes, et c'est ce que Quentin a dit tout à l'heure, on se retrouve dans des configurations complètement différentes. Voici le résultat de calibration entre INCAL 13 et INCAL 20 pour des échantillons qui représentaient une activité résiduelle de 30 à 50 000 ans, conventionnel C14. Donc, tant qu'on est ici sur les premiers, 35 000 ans, INCAL 13, ça sortait ici vers un petit peu avant 40 000 ans, disons 38 000 ans en année vraie. Ici, on se retrouve à 41 000 ans en année vraie. Là, ça va. Après, par contre, si on prend cet échantillon-là qui est à 42 000 ans, 42 et demi, on se retrouve ici, donc ça correspondait en année vraie à 45 000 ans avec INCAL 20, mais INCAL 13, il sortait à 47 000 ans. Et après, on a un télescopage complet de tout ce qui pouvait sortir entre 45 et 50 000 ans, alors que maintenant, on a quelque chose qui est possible, mais en tout cas beaucoup plus linéaire. Donc, on voit bien la différence entre les deux calibrations sur ce graphe, où on a donc ici l'ancienne calibration, toujours en violet, INCAL 13, et INCAL 20 qui est en rouge au-dessus. Donc, je vais vous montrer le même dessin que celui que vous avez vu tout à l'heure, dont le titre, je pense, explique très bien l'importance. C'est qu'on a la dilatation de la calibration au-delà de 40-50 000 ans. On montre qu'on a possiblement on a de grands changements, en tout cas, entre ce que l'on pensait être les périodes d'occupation des Homo sapiens et des Néandertaliens, et puis les deux se rejoignent finalement sur la fin. Voilà. Donc, en ce qui concerne les calibrations, je dirais que ce qui reste à faire, c'est encore il y a encore beaucoup de travail. Compléter le jeu de données, c'est certain, des cernes d'arbres à résolution annuelle, parce que ça nous permettra de voir tous ces événements rapides de type supernova que l'on appelle les événements Miyake. Contraindre les variations spatio-temporelles, c'est-à-dire avoir beaucoup plus d'enregistrements dans l'hémisphère sud que ce que l'on a actuellement, puisqu'on en a très peu. Compléter le jeu des données anciennes par des données atmosphériques pour pouvoir remplacer les données marines et les spéléothèmes qui, malgré les astuces bien réfléchies pour pouvoir s'affranchir des problèmes de dead carbon effect et d'âge réservoir, sont quand même entachés de ces problèmes-là. Et puis, peut-être trouver un moyen pour réconcilier les approches pour les calibrations marines entre les deux dernières calibrations, parce que je ne sais pas combien de questions par jour j'ai là-dessus, avec des gens qui voudraient pouvoir utiliser leurs anciennes approches et qui se retrouvent coincés. En ce qui concerne la technologie, et là ça va aller beaucoup plus vite, donc ça a commencé au début par du bêta counting, c'est-à-dire du comptage proportionnel bêta, c'est-à-dire on comptait l'activité résiduelle, vraiment, on comptait les émissions bêta moins. Tout d'abord sur des compteurs avec du carbone graphique, puis après avec du CO2, et la scintillation liquide a pris la suite. Et ce que l'on comprend mieux, c'est la spectrométrie de masse par accélérateur, puisque ça, c'est arrivé dans les années 80, avec tout d'abord des AMS grand format et aujourd'hui Compact Radiocarbon System, qui sont des formats beaucoup plus petits. Donc, une représentation de cela. Ça, c'était un accélérateur des années 80, qui pouvait dater 1 mg de carbone. Donc, dans les comptages bêta, on arrivait à dater 1 g de carbone. Donc là, on avait gagné un facteur 1000, ce qui était quand même considérable. Dans les années 90-2000, on a changé de technologie. On est passé à des gros accélérateurs. Et vous voyez la taille, c'est vraiment colossal, qui pouvaient dater quelques centaines de microgrammes de carbone. Et puis, sont arrivés ensuite, au début du XXIe siècle, les Compact Radiocarbon System, dont les MICADAS, Micro Carbon Dating System, qui est vraiment celui qui tire son épingle du jeu. Et vous voyez ici le premier exemplaire qui a été développé par le TH Zurich et qui est maintenant commercialisé par Ion+. Donc, il y a eu d'autres Compact Radiocarbon System, notamment développés par les Coréens, mais c'est vraiment celui-là, ce MICADAS, qui prend la main. Donc, pour vous montrer l'intérêt de cet appareil, donc il est 7 fois plus petit en niveau surface au sol. Il permet de dater, donc il est très compact, donc du coup beaucoup plus stable en termes
de physique, de déplacement des particules, puisque plus compact et ça dévie moins, les faisceaux dévient moins. Il a deux entrées, donc vous avez ici de représenter EcoMicadas, qui est celui qu'on héberge au LSCE. Il a deux entrées possibles, une source gaz et une source graphite. La source graphite permet de dater quelques centaines de microgrammes de carbone, donc ce n'est pas exactement là que l'on a gagné. Par contre, la source gaz permet de dater quelques dizaines de microgrammes de carbone, voire même un petit peu moins dans des bonnes conditions. Et le fait d'être en gaz par rapport à être en solide, c'est que ça élimine la dernière des étapes de préparation des échantillons, qui était justement la transformation du CO2 en graphite. Et donc, le fait de manipuler moins l'échantillon, ça potentiellement apporte moins de contamination. Et ça permet aussi de dater plus de supports, puisque le fait de devoir injecter moins de matière permet aussi d'aller vers des supports de datation que l'on avait délaissés jusqu'à maintenant. Par contre, le fait de travailler sur des échantillons si petits, même si la dernière étape est éliminée, fait qu'en chimie, on doit se poser encore plus de questions que ce que l'on faisait avant, parce qu'un 3 fois rien de contamination se voit tout de suite dans l'échantillon. Donc l'intérêt, c'est que l'on peut le coupler, ce Micadas, avec énormément d'instruments périphériques. Vous voyez ici le premier qui a été couplé, c'est l'analyseur élémentaire qui permet donc une combustion et une purification des échantillons, du combustion des échantillons pour obtenir du CO2 et une purification de ce CO2 qui est injecté via cette interface qui s'appelle le Gas Interface System, à la place de l'ampoule cracker qui est mélangée avec de l'hélium, injecté dans le Micadas, et à l'entrée de la source du Micadas se fait justement cette étape de réduction, mais juste avant la mesure. On peut y coupler aussi un analyseur d'aérosol. Donc ça a été développé par les gens de Berne qui ont couplé directement leur système au Micadas et qui leur permet de mesurer d'abord la partie la plus facile à sortir, puis à la fin le carbone suit, donc d'avoir deux dates sur deux fractions différentes des aérosols. L'ablation laser qui a été couplée au Micadas, tout d'abord sur des carbonates, et puis qui est en développement actuellement à Zurich pour de la matière organique. Le Carbonate Handling System, qui permet de mesurer directement le C14 des carbonates ou des échantillons d'eau sur lesquels on souhaite mesurer le carbone inorganique dissous. Il est envisagé d'y coupler également les gaz chromatographes et les liquides chromatographes, mais en fait, le temps de passage à l'intérieur de chacun des appareils est tellement long que ça fait perdre du temps sur le Micadas et que finalement, le offline est peut-être finalement plus intéressant. Voilà, alors ça c'est vraiment ce qui se fait, c'est l'air du temps, tout le monde en rêve et tout le monde en veut. Il faut juste avoir l'argent. L'espace c'est un petit peu moins que pour les gros Micadas, que les gros spectraux, mais l'argent c'est une machine suisse quand même. Hein. Donc, et il s'est développé aussi en parallèle là, ces derniers temps, au début du XXIe siècle, mais ça s'est calmé, donc je ne sais pas où ça en est. C'est une autre méthode qui est le Laser Assisted Ratio Analyzer, qui permettrait de faire des datations C14 avec un système laser, un peu comme le CRDS classique pour les mesures isotopiques stables. Donc, on n'est plus dans les hangars qui permettent d'accueillir le format des gros AMS. On se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus petit, ça fait 1 mètre et pas plus. Et apparemment, donc, le premier papier ne donnait pas des mesures une sensitivité très grande. Ça, c'était le papier de 2007. En 2010, ils sont arrivés donc à 10-15, c'est-à-dire à des valeurs de détection identiques aux gros AMS. Bon, le papier, il a été décrié, il n'y a pas eu pas mal de commentaires à la suite, donc je ne sais pas trop ce que ça valait. Les Italiens ont aussi développé un autre système qui se rapproche du CRDS. Donc, c'est assez récent. Vous voyez, il y a toute une série de papiers qui correspondent avec des limites de détection de plus en plus petites et qui se rapprochent effectivement de ce que l'on peut mesurer sur les AMS, sur les gros AMS. Donc, ça, c'est pour mesurer du CO2, du C14 directement sur le CO2. Donc, ça n'empêche pas toutes les étapes de préparation qui est en amont.
Donc, je vais m'arrêter là. Je vais juste mettre la petite animation qui va présenter quelques points importants du C14. Vous allez retrouver quelques références biblio que j'ai semées par-ci, par-là. Je n'ai pas parlé de la chimie et je ne me suis pas très étendue sur la calibration marine. Ça pourrait être dans un épisode 2. Je n'ai pas parlé de la chimie parce que sinon, alors là, vous ne m'arrêtez plus du tout. Et donc, je suis prête pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup Christine. Je n'ai pas pris le temps de poser des questions dans le chat, savoir qui voulait poser une question. Alors je le fais maintenant. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Christine? Ou sinon vous prenez la parole, n'hésitez pas. J'ai une question à poser moi, donc je vais commencer. Je me posais la question, c'était un peu technique, je suis désolé. Quand vous corrigez le delta 13C sur le 14, ça veut dire que vous comprenez très bien le comportement du rapport 14C sur 12C par rapport au 13C sur 12C. Donc, vous connaissez très bien la loi de masse. Et j'imagine que dans un système biologique qui, a priori, est cinétique, ce n'est pas si trivial. Et donc, alors, pour les stables, je connais ça très bien. Entre cinétique et équilibre, je peux dire qu'on peut facilement faire une erreur. Alors, j'ai regardé pour le delta 13C, on extrapole au delta 14C, on peut facilement arriver à une erreur de 1 pour 1000 entre un effet cinétique versus un effet d'équilibre en termes de fractionnement isotopique. Donc, ma conclusion, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans et quelles sont les erreurs une fois que tu les propages si vous maîtrisez mal cette correction du delta 13C, s'il te plaît. Alors, on se base complètement sur les mesures qui ont été faites par Amon-Craig en 1953, qui étaient faites sur du bicarbonate, donc sur des molécules extrêmement petites qui n'ont rien à voir avec des molécules organiques que l'on peut avoir à dater aujourd'hui, notamment quand on arrive sur des acides aminés ou des protéines ou des choses comme ça. Qui a montré que quand on avait un facteur 1 de fractionnement entre le 12 et le 13, on avait un facteur 2, juste lié à la masse, entre le 12 et le 14. Et c'est ce paramètre-là que l'on intègre dans nos équations. C'est le petit 2 qui était dans les équations que j'ai montré tout à l'heure. Ça vient de là. Mais effectivement, il y a eu des études qui ont été faites notamment par Jean-François Saliège dans les années 80 avec un boulot de MacGyver qui a montré que c'était peut-être juste 1,9. Et le fait de passer de 2 à 1,9 sur les acides aminés où on peut se retrouver avec des delta C13 qui sont à moins 30 ou des choses qui sont très loin, peut-être même parfois encore plus loin, et ben ça change quand même beaucoup la donne. Et notamment quand on s'intéresse à des échantillons récents. Et ça, j'ai voulu faire passer un projet là-dessus, mais il n'a pas marché. Voilà. Eh ben, merci pour ta réponse, c'était très clair. Je vois que Franck Poitrasson a une question. Vas-y Franck, s'il te plaît. Bonjour Franck. Bonjour Christine, merci pour ton exposé très didactique. Il y a une chose que je n'ai pas bien comprise, c'est comment l'électricité a permis de passer de l'opérateur à Micadas. Je t'entends très mal Franck. La question est, je n'ai pas bien compris ce qui a permis de passer des AMS à Micadas tout en ayant le même type. C'est tout bête en fait. C'est que le C14 est bourré de postulats. Et il y avait parmi les postulats, moi je ne vais pas revenir dessus, parmi les postulats, il y en avait un qui disait que pour pouvoir casser les molécules, il fallait être à très haute énergie dans l'accélérateur. Et puis, son nom me revient plus, Stutter, qui est le physicien, du moins un des anciens physiciens, parce qu'il est en retraite maintenant de l'ETH, a repris le postulat en disant « mais d'où vient-il » Et il a refait les calculs et il s'est rendu compte que c'était faux, qu'il n'y avait pas besoin d'être à si haute énergie pour pouvoir casser les molécules, parce qu'on part de molécules qui sont chargées négativement, on les passe dans l'accélérateur, on les strip, on les déshabille pour pouvoir les transformer en particules chargées positivement, et c'est ces molécules positivement que l'on détecte au bout. Et c'est au niveau du stripper qu'il était question de devoir avoir des très hautes énergies pour pouvoir
finir de casser les molécules qui pouvaient être sous forme de CH3 ou de CH2 ou de CH plutôt la plupart du temps. Et c'est parce que justement, il a repris les calculs qu'il s'est rendu compte que c'était juste un postulat. Et donc, il a tenté avec un accélérateur beaucoup plus petit et ça a bien marché. Et son rêve, c'était même d'avoir un accélérateur portatif qu'il voulait emmener dans les arbres. Je ne suis pas sûre qu'il soit arrivé jusque-là. Merci. C'est très intéressant comme histoire, et finalement, ça veut dire qu'on aurait regardé un petit peu plus les équations avant, on aurait fait des millions d'euros d'économies, parce que construire des bâtiments et des gros instruments comme ça coûte une fortune. Peut-être que c'est nécessaire pour d'autres analyses. Ça ne l'était pas là, en tout cas, pour casser des molécules CH ou CH2. Ce n'était pas nécessaire. Peut-être que quand on travaille, parce que c'est le même genre d'accélérateur que celui qui est utilisé par Didier Bourlès au CEREJ pour faire du beryllium. Là tu n'as pas le choix. Donc, voilà. Mais effectivement, l'Almicada, c'est 7 fois plus petit, mais pas 7 fois moins cher. Alors, Pierre-Henri voulait justement rebondir là-dessus, si tu veux bien prendre la parole. Ouais, la question écrite n'est pas la même que celle que je voulais te poser à l'oral. Elle m'est venue quand tu répondais à Franck. Merci. Oui, c'est confirmé qu'on ne peut pas faire du beryllium ou de l'aluminium à basse énergie sur un Micadas. Je crois qu'ils en font en Espagne, sur un Micadas. D'accord, donc peut-être que… Mais je ne sais plus lequel ils utilisent. Je sais que c'en est un de ceux qui est mesuré sur le… Du moins, je ne sais plus quel est l'élément qu'ils mesurent. Je sais que c'en est un du CEREJ, qui est aussi sur Aster, mais ce n'est pas tous. Il faudrait que je regarde, je te redirai ça exactement. Non, la question initiale que j'avais concerne le choix qui est rentré dans Int Calvin. J'avais retenu que l'écart d'âge moyen sur le réservoir hémisphère nord, hémisphère sud, il était de moins de 50 ans. Donc, le fait d'avoir enlevé les échantillons qui sont dans la zone ITCZ, est-ce que ça a fait l'objet d'un consensus dans la communauté? Parce que ça ne m'a pas l'air énorme. Ouais, parce que ce qu'on faisait déjà, c'était qu'on calibrait nord, on calibrait sud, et puis on donnait l'intervalle le plus grand. On le faisait déjà, finalement. Donc, c'était pas plus mal, parce que là, on cherchait à avoir ils cherchent vraiment à avoir une calibration pour l'hémisphère nord, une calibration pour l'hémisphère sud. La suite sera certainement des zones beaucoup plus restreintes encore. Et on perd combien d'échantillons en enlevant l'ITCZ? Je pense qu'ils n'ont pas perdu tant que ça, parce qu'il y avait des échantillons qui étaient aussi des coraux assez vieux. Donc, l'un dans l'autre, il y en a qui rentraient dans les deux catégories. Je ne pense pas qu'ils en aient enlevé tant que ça. Ok. Ouais. Mais quand on voit la carte, effectivement, il manque quand même beaucoup d'échantillons. Bon, on n'a pas les enregistrements, ce n'est pas qu'ils les ont enlevés, on n'a pas d'enregistrement dans l'hémisphère sud. Ça manque. Je parlais de la zone rouge que tu as montrée. Oui, aussi, oui. Mais je crois qu'il en reste qu'un. Il reste le Pakistan margin. C'est tout. Donc, c'est pas tant que ça. J'ai peut-être une petite question bête qui continue cette discussion. Je vois sur les cartes, il y a, si je comprends bien cette carte, il n'y a aucune mesure dans le continent d'Afrique. C'est vrai? Il y en a pas qui ont pu intégrer la calibration telle qu'elle, c'est-à-dire des enregistrements continus. Par contre, il y a pas mal d'échantillons qui sont utilisés pour calculer l'écart à l'âge réservoir global moyen. Là, il y en a beaucoup. Et notamment des analyses qui ont été faites par un laboratoire qui est à Dakar, de C14 qui est à Dakar. Donc, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup. Mais voilà, ils servent sur le marin. Merci. Avons-nous d'autres questions? Oui, j'ai une question, Lucille Beck. Ouais, tu as ton B qui s'est transformé en N, Lucille. Oui, en plus j'ai changé, mais c'est revenu. Bon, ouais. Bonjour à tous, merci Christine pour ton super exposé. J'ai une petite question justement concernant Marine 20 et Marine 13. Est-ce que tu peux bien me confirmer que l'âge réservoir moyen, il est passé de 400 ans à 500 ans pour l'Holocène, pour les premiers… Dans la partie récente, c'est proche de 550. Mais même proche, 550. Parce que justement, il reste variable quand même.
Donc, et tu peux avoir des petits décalages entre les deux. Pour la partie récente, oui, ça fait 550. Donc, pour la partie récente, finalement, quand tu avais des delta R, si tu leur enlèves 150, tu te retrouves dans des cas de figure qui sont assez proches. Oui, oui, mais du coup, ça change. Quand tu ne connais pas les delta R et que tu prends juste la courbe marine, ça change beaucoup de choses. Hein. Là, j'ai. Bah, tu dois être comme moi, tu dois avoir une dizaine de questions par jour. En fait, je sais, pour tout te dire, on a soumis un papier avec Marine 13 et entre-temps, Marine 20 est sortie. Et donc, les reviewers demandent de refaire les calculs avec Marine 20 que j'ai fait. Et évidemment, ça ne tombe pas forcément toujours pareil. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Je pense que c'est l'utilisation de Bicycle, qui est un modèle général de la circulation océanique, qui a fait cette modification-là. Parce que c'est la philosophie du modèle, des modèles océaniques. C'est d'avoir quelque chose qui varie avec le temps et puis de rajouter juste des petits trucs autour. Ce n'est pas la même philosophie que ce qui était avant. Merci. Avons-nous une autre question? Ou êtes-vous rassasié? Bien, donc je crois que... Donc Cécile dit merci. Donc c'est moi qui vais vous dire merci à tous et à toutes. Merci encore à nos 3 orateurs pour leur exposé de la journée. Merci pour les questions. Merci d'avoir été présents. Je dois reconnaître que j'étais un petit peu inquiet d'une désertion généralisée et je me suis totalement trompé. Vous avez été nombreux et vous avez été présents au sens du débat. Et donc, j'ai passé une après-midi. Personnellement, j'ai passé une super après-midi. J'espère que c'était le cas pour vous aussi. Merci, c'était mieux que la Goldschmidt. Merci, Franck. Une bonne soirée à toutes et tous. De bonnes fêtes. J'espère que le Père Noël sera généreux avec vous. Et on vous retrouve en 2021 sans ce maudit virus, j'espère.